Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai envie de te partager quelque chose. Si tu es maman, t'es-tu déjà retrouvée dans cette situation? L'impression de courir partout et de n'avoir le temps de rien. Avoir envie de prendre soin de toi, mais sans savoir vraiment comment faire. Sentir que ta casquette de maman te va bien, mais que t'aimerais bien parfois remettre ta casquette de femme. Finalement, l'envie de te retrouver toi en tant que personne et plus simplement en tant que maman. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est possible. Il existe une autre façon de vivre sa maternité. Pour ça, j'ai créé un accompagnement de 3 mois en tête-à-tête. Pendant 3 mois, je t'accompagne à te reconnecter à tes désirs, à tes besoins, à tes envies, pour être une maman investie et une femme épanouie, sans culpabiliser ni t'épuiser. Je te mets toutes les informations de ce programme dans le descriptif de l'épisode et tu peux également retrouver ces informations sur ma page Instagram clem-doula. Allez, je te laisse ici et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur mon podcast L'Imerté. Je suis Clémentine Roy, j'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec L'Imerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de L'Imerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans L'Imerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 47 de L'Imerté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore très tabou et pourtant très très important à verbaliser. On va parler du regret maternel. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 13 qui est sorti il y a 1 an lorsque j'ai parlé de ma dépression. Et j'ai envie d'en reparler cette fois-ci mais avec une invitée. Avant même d'entrer dans le sujet, je tiens à préciser quelque chose de très important qui est que avec tous les propos qu'on va avoir, parfois c'est mal compris ou mal pris. L'idée n'est pas de heurter qui que ce soit, donc notamment si vous essayez de concevoir un bébé, soyez prévenant avec vous-même et vous n'êtes pas obligé d'écouter cet épisode dès maintenant. Si vous avez envie, évidemment, faites-le, mais faites-le dans les bonnes conditions. Sachant que si vous n'avez pas envie de l'écouter, il y en a 46 autres disponibles, donc il y a le choix. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Astrid. Astrid est l'autrice du compte Instagram Le Regret Maternel et du livre Le Regret Maternel. Bonjour Astrid. Salut Clémentine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te le dire de vive voix. Merci d'avoir écrit ton livre, car ça a été une des clés pour me sortir de dépression en 2024. Donc, je suis super touchée de t'avoir aujourd'hui en particulier. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Astrid, comme tu l'as dit, 39 ans et demi, presque 40 ans et dans le déni. Je vis à Montréal depuis 17 ans, je suis mariée depuis 10 ans et j'ai un petit garçon qui a eu 7 ans en juin. Ok. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être mère avant d'avoir ton fils? C'est la question à 1000 sesterces, comme j'aime l'appeler, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, ma vision des choses, mon cerveau, comment je vois les choses, n'a rien à voir avec avant d'entrer dans la maternité. Donc, je pense que consciemment, oui, j'ai toujours voulu être mère, mais inconsciemment, je pense que je me rendais juste pas compte de ce que ça pouvait impliquer, que je pouvais aussi ne pas être mère et être tout autant épanouie. Donc c'est dur de répondre à cette question parce que j'allais dire, c'est fort ce que je veux dire, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais tu vas comprendre, je pense. J'ai eu un peu un lavage de cerveau dans le sens où déjà ayant Mm. grandi dans une famille très catholique, pratiquante, etc., forcément tu te maries et tu as des enfants parce que c'est un cadeau de Dieu, etc. Donc la question se pose pas. Et comme moi Mm. j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours eu quand même un bon contact avec les enfants, j'ai adoré faire du babysitting, enfin bref, il n'y avait pas,
y avait pas de questions en fait qui se posaient par rapport à ça. C'était un peu une évidence. Et puis aussi à l'époque, je pense que je me disais, avoir un enfant, c'est le truc ultime dans une relation de couple. C'est un peu la preuve d'amour avec un grand P. Alors Mm. que tu n'as clairement pas besoin d'avoir des enfants pour prouver ton amour à quelqu'un. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question ou... Ouais, si, si, ça répond. Oui, puis les enfants sont quand même pas souvent le ciment du couple, hein. Non, Souvent, ça fait plutôt exactement. exploser les couples que Clairement l'inverse. pas. Mais si, si, je comprends très bien. T'as eu à la fois, enfin, à la fois le pôle éducation et puis le côté de la société qui, de toute façon, si tu es une femme, tu auras des enfants. Donc, C'est ça, exactement. Puis comme j'aimais les enfants, peut-être qu'il y avait aussi une ouais. part de moi aujourd'hui, je suis capable peut-être de plus avoir conscience de ça, mais peut-être là, vraiment inconsciemment, il y avait sûrement une part de moi qui se disait, ben, euh, quand j'aurai un enfant, et non pas si un jour j'ai un enfant, mais quand Mm. j'aurai un enfant, je ferai pas ce que mes parents ont fait avec moi. C'est un peu une revanchard. Mais je pense pas m'être dit que j'aurais un enfant juste pour prouver que je peux faire mieux. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, je C'était comprends ce que tu veux dire. c'était bah, une famille, quoi. Puis c'est ça, je pense aussi qu'à l'époque, je me disais, bah, ça sert à rien de se marier avec quelqu'un, si c'est pas pour avoir des enfants, ce qui est complètement Mm. débile. Te marier, ne pas te marier, enfin, peu importe, il y a pas de, finalement, il n'y a pas de schéma Mm. normal, il n'y a pas de schéma obligatoire, il n'y a pas. Tu peux faire famille sans être marié, sans avoir d'enfant, tu peux avoir un animal, enfin bref, il y a plein de définitions du mot famille, puis voilà. Mais à cette Ouais. époque-là, j'avais pas toute cette compréhension que j'ai aujourd'hui, un peu trop tard, et voilà, quand la prise de conscience, ça s'est fait après. Il y a pas très longtemps, je sais plus à qui je disais ça, mais que moi, j'ai deux enfants qui ont 2 et 4 ans. Et j'ai l'impression d'avoir choisi d'être mère l'année dernière. Ah ouais, ok, ouais, ouais, je comprends. Ou Euh, choisi ou accepter ce rôle? les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai choisi de l'être, mais je suis contente de l'être. Ok, Alors que, d'accord. Ok, ok, je bon, comprends. il en aura fallu deux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que, du coup, donc t'as eu j'allais dire ce désir d'enfant, même si du coup, c'est pas forcément un Bah, désir. c'était un désir à deux, en fait, parce que mon Ouais, ouais, mari aussi se projetait dans une vie de famille. Lui, il en aurait voulu plus que un. Je pense que deux, ça aurait été le chiffre idéal. ouais, Il a grandi dans une famille nombreuse, c'est le seul garçon, c'est l'aîné, et il a cinq sœurs, alors de deux unions, mais quand même. ouais. Et il s'entend très bien avec ses sœurs. C'est vrai que quand on les voit ensemble, c'est fluide, ça fait plaisir à voir. Donc je comprends que lui, il ait peut-être voulu se projeter en se disant, bah moi j'ai adoré ça, donc je veux que mon enfant ou mes enfants aient cette même relation. Et là encore, tu peux pas savoir comment tes frères et sœurs vont s'entendre. Je veux dire, je m'entends bien avec mon frère et ma sœur, mais ça n'a rien à voir avec mon mari et ses sœurs. C'est pas, Ouais, c'est beau. Je dirais qu'avec mon frère et ma sœur, c'est plus cordial. On a j'ai plus grande proximité avec ma sœur, je pense, qu'avec mon frère, mais c'est relativement récent tout ça. ouais, ouais, je comprends. Et la Oui, distance, je pense que la distance, elle était volontaire aussi de ma part je veux dire, j'ai quitté la France pour plein de raisons, mais je pense que j'ai eu besoin de m'envoler un peu et de me libérer de ce carcan-là familial dans lequel je me sentais pas vraiment à ma place, en fait. la grossesse pour ton fils se passe Super bien. bien. Je veux dire, Se si passe c'était à bien. refaire, je referais tout pareil. Honnêtement, grossesse, quelques petits désagréments, mais rien qui soit inconfortable sur le long terme, quoi. Ouais, J'ai même pas eu vraiment de nausées, et heureusement, parce que je suis hémétophobe, c'est-à-dire j'ai vraiment une phobie de vomir, mais terrible. Je ok. pourrais pleurer comme un bébé. L'idée de vomir Donc, je suis contente de ne pas avoir vécu ça, parce que je ne sais pas comment Ok. je l'aurais vécu. Ouais, Mais non, ouais, non, la douleur. vraiment une très belle grossesse. Je sais que c'est stupide ce que je veux dire, mais je le dis quand même parce qu'à l'époque, je me projetais comme ça. Je me disais, tu sais, j'ai pas pris 25 millions de kilos supplémentaires, j'ai dû prendre 12 ou 13 kilos. Donc je me disais, j'angoissais pas à l'idée de, entre guillemets, retrouver mon poids d'avant, même si Ouais. c'est que c'est complexe comme sujet parce qu'évidemment, il y a un avant et un après la maternité, enfin la grossesse. Ouais. Mais j'avais un peu peur de ça, de mon image. Je pense que c'était lié à un manque de confiance en moi et d'estime de moi. Là, c'était pas le côté j'ai des kilos en trop, non. Mais je pense que ça aussi, ça a joué dans mon bien-être pendant ma grossesse. Ouais, je comprends. Ok. Quand est-ce que tu as réalisé que finalement la maternité, c'était pas forcément si beau et aussi épanouissant que ce que tu avais imaginé?
Alors, je te dirais presque dès le début, parce que j'ai vraiment enchaîné les galères. Et quand j'en parle, je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment, j'ai un blanc. Euh, mais j'ai quand même coché pas mal de cases de t'as pas de chance, ma pauvre. L'allaitement a été difficile, mon bébé ne prenait pas de poids, ou en tout cas pas suffisamment. Il était hypotonique, donc c'est vraiment, c'était vraiment difficile il avait pas de, comment est-ce qu'on dit? Il n'était pas, je sais même pas le mot en fait. J'ai mots rigides en tête, pas du tout, mais bref, en tout cas, si je le mettais sur le ventre, il n'arrivait pas à tenir sa tête, même à 3 mois. Enfin, Ouais, il était pas tonique, quoi. non, Il voilà, est pas... exactement. Il n'était pas tonique, c'est vraiment le mot. Voilà, hypotonique, voilà. Et ouais, l'allaitement était compliqué, comme je disais. C'est ça, on s'est retrouvés à l'hôpital. Mon fils avait quoi, 3 mois et demi peut-être, parce que c'est ça, il était très très bas dans les courbes, beaucoup trop bas en fait, ça devenait très Ok. problématique. Je pense à 3 mois et demi, il pesait comme même pas 5,5 kg, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Il grandissait, mais il ne prenait pas de poids. Et donc l'hospitalisation, je pense que c'est de là qu'est partie ma dépression. Mais je pourrais jamais le dire avec certitude, mais ça a été très traumatisant pour moi. Je pense que je me sentais coupable, en fait, de ce qui arrivait à mon enfant, même si allaitement, formule, ça aurait été le même problème. Il était intolérant à la protéine de lait de vache. Donc, même si je lui ai donné du lait en poudre, le problème aurait été le même, en fait. Mais bon, ça, sur le moment, évidemment, j'avais pas cet esprit critique-là. Donc, ouais, ça fait une semaine quasiment complète à l'hôpital. Mon mari, je me souviens la première nuit, on voulait pas se laisser. En fait, je pense qu'on était un peu stressés tous. Et on avait un pauvre lit, une place, tout sauf confortable, et on a dormi tête bêche là-dedans. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas fonctionner. Ben, déjà que notre sommeil était pas terrible. Moi, les médecins me demandaient de mettre un réveil tous les 3 heures pour allaiter mon fils, qui dorme ou pas, il fallait que je le réveille, enfin peu importe, et complémenter après avec un biberon artificiel. Mm. Euh, donc c'était éreintant parce que bah, on le sait ce que c'est quand on a un jeune enfant, les réveils la nuit, etc. Mais imagine, tu dors bien, ton bébé dort bien, puis c'est ton réveil qui te réveille pour que Mm. tu allaites et que... Bref, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Je pense que mon mari a pris un peu de... Par-ci, par-là, il prenait des après-midi, ou en tout cas, il venait quand même me voir, sinon il venait juste après le travail. Mais je sais que lui aussi, ça a été dur parce que bah, le soir, il revenait à la maison, il n'y avait pas de bébé dans le lit du bébé, il n'y avait pas sa femme à côté de lui. Et je pense qu'il y avait un stress quand même Mm. et un sentiment pas de désespoir, peut-être de désespoir, mais c'est quoi le mot? Et là, mon cerveau aujourd'hui, Non. Ouais, j'allais dire d'impuissance presque. d'impuissance, merci, c'est ça, d'impuissance parce Ouais. que bah, il pouvait rien faire de plus, le pauvre. C'était pas, si on nous avait dit, bah, laisse tomber l'allaitement, il faut juste le réveiller toutes les 3 heures et lui donner un biberon, bah, je serais peut-être venue me reposer 24 heures chez moi, quoi. Mais c'était pas Mm. le cas. Après, le, Ouais. le personnel a été incroyable, on a été très bien encadrés, on était quand même dans un hôpital pour enfants à Montréal, Sainte-Justine, Mm. s'il y a des Québécois et Québécoises qui écoutent, et qui est remarquable, mais vraiment, ça a été très, très douloureux pour moi parce que ben Mm. voilà, j'ai l'impression que ma grossesse avait été magnifique, mon accouchement s'était passé presque parfaitement. Et là, je me retrouvais dans une réalité où je pouvais pas juste dire oh, je démissionne là, ciao, bye, ça me tente plus. Tu peux pas, et puis en même temps, tu vois ton bébé qui est si vulnérable, qui est si mal. Il y a vraiment cette ambivalence de je voudrais partir en courant et en même temps, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pauvre chaton, quoi. Et ça, ouais, ça a été compliqué. Et sachant que moi, j'ai pris 1 an en tout de congé maternité plus parental, j'ai eu un sentiment de solitude affreux. On a eu un peu de visite de la famille, mais 2 semaines par-ci, par-là, c'était rien. Nos amis très proches, soit ils n'étaient pas parents, soit ils étaient eux-mêmes avec des jeunes enfants, donc compliqué. Quoique, il y en a quand même qui étaient soutenants, qui m'amenaient des petits plats chauds, etc. Enfin, tu vois, la compréhension de quand on est parent, Ouais. de quoi on a vraiment besoin versus qu'est-ce qu'on peut faire, parvenir prendre le bébé pour le bercer, pas grand-chose, Mm. mais ouais, je me suis sentie terriblement seule et
et incomprise aussi, je pense. Parce que c'est vrai que les phrases très clichés de quoi tu te plains, t'as tout pour être heureuse, t'as eu ton fils relativement rapidement, t'as pas eu de problème, tout est beau. Ouais, mais là, la santé mentale, elle est en train de se péter la figure, quoi. Mm. C'est pas. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas ça. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en intro. C'est sûr qu'il y a sûrement des parents qui doivent se dire, mais d'où elle regrette, elle au moins elle a un enfant. Et je comprends complètement. Et vraiment, je suis de tout cœur avec ces parents qui essayent, qui ont, que ce soit des problèmes d'infertilité, des fausses couches, etc. Je suis de tout cœur avec eux et elles. Mais si demain je vous dis, bah, finalement, je ne regrette plus, ça va pas changer en fait votre situation, malheureusement. J'aimerais dire, ah ben en fait, c'est la phrase magique. Si personne ne regrette, tout le monde arrive à avoir des enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Et chaque parcours est unique, chaque parcours est différent. Et, euh, et c'est pas tant mon enfant je mets des gros guillemets, problème. Mm. Lui, il a rien demandé. Je veux dire, c'est un enfant. C'est moi le problème, en fait. C'est le choix que j'ai fait que je m'en veux. Je m'en veux d'avoir fait ce choix. En tout cas, à l'époque, je m'en voulais beaucoup. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que je m'en veux, mais je continue de penser qu'à refaire, je le referai pas. Ouais. Même si j'aime Est-ce mon que fils d'un amour inconditionnel et que si demain il lui arrive un truc, je pense que ma vie est terminée. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est tellement compliqué en fait pour les gens de comprendre. Moi, c'est clair dans ma tête parce que j'en parle depuis presque 5 ans, donc forcément, c'est clair. Mais je sais même plus comment l'expliquer aujourd'hui. On va dire que la meilleure image que je pourrais donner, c'est imaginons demain, je commence une nouvelle vie. Dans cette vie-là, je n'ai pas d'enfant. Je choisis de ne pas en avoir. Parce que les gens ont Mm. du mal et je comprends cette incompréhension. Les gens ont du mal à se dire, mais t'aimes ton enfant, mais tu préférais qu'il soit pas là. C'est pas je préférais qu'il soit pas là. C'est je préférais ne pas avoir fait ce choix. Parce que si j'avais pas fait ce choix, jamais j'aurais connu mon enfant. Enfin, je veux dire, il n'y a Ouais. pas, à l'époque, il n'y a pas cette connaissance de ce que va être ma maternité, puisqu'il n'y a pas ce choix. Ouais. Mais tu l'expliques, je trouve que tu l'expliques hyper clairement dans le livre parce que Ouais, tu mets la différence entre l'amour que tu as pour ton fils et en fait ce que tu regrettes, c'est pas ton fils, c'est le c'est toutes rôle les de mère, en fait. responsabilités, voilà, Et le bien rôle, sûr les que le impôts rôle de mère, il avec, vient quoi. avec le fait d'avoir un enfant. Mais encore une fois, mon enfant n'a rien demandé. Et c'est pour ça aussi que je pense que je dirais pas que j'en fais plus que les mères qui ne regardent pas parce que je ne suis pas dans les foyers des gens, j'en sais rien. Mm. Mais il y a une énorme culpabilité, alors aujourd'hui qui est beaucoup moins présente parce que la thérapie a aidé, mais c'est sûr que justement, il y a ouais, cette culpabilité qui te fait dire, ben en fait, comme mon enfant, il mérite pas ça, je vais me plier en douce pour lui et un Ouais. peu subir en quelque sorte ce regret-là parce que, ben voilà, mon enfant passe avant moi en quelque sorte et donc je peux pas, il a rien demandé, donc il faut que je fasse tout ce que je peux. Sauf que, ben, à vouloir faire tout ce que tu peux, tu deviens dingue en fait. Au bout d'un moment, c'est ça, à consulter je ne sais combien de comptes Instagram. Avec certains très problématiques, mais sur le moment, tu comprends pas, tu as juste des œillères. Là, je ne citerai aucun compte, mais des comptes de parentalité bienveillante dogmatique, en fait. Mm. Parce qu'encore une fois, la parentalité bienveillante, bien sûr que c'est ce vers quoi tout le monde devrait tendre, mais Ouais. on sait que la vie est plus complexe que ça, et on a des enfants plus ou moins complexes, des personnalités, des caractères, des vécus qui font que on fait de notre mieux et je suis totalement pour la parentalité bienveillante, positive, etc. Mais pas comme certains et certaines peuvent le mettre en avant. C'est clairement Ouais. pas. Parce que Bah, pas sans prendre en compte la santé mentale des parents. exactement. Et je pense que nous, à notre niveau, avec mon mari, on a fait tout ce qu'il faut, autant en accompagnement ensemble qu'en accompagnement ben, séparé. Je veux dire, mon mari n'a pas consulté tout seul. On a fait une thérapie de couple pendant 2 ans tout seul, puis après, notre fils a embarqué dans la thérapie qui est devenue plus familiale Mhm. parce que le thérapeute disait, ben, je vois plus trop comment je peux vous aider, juste vous deux. Donc, on va intégrer l'enfant, sachant qu'il faisait aussi de la thérapie familiale, c'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Et donc, ça a duré peut-être 6 mois. À la fin, on avait l'impression de tourner en rond, mais ça nous a quand même aidé. On a Ouais. eu un accompagnement avec une psychoéducatrice, alors je sais pas l'équivalent en France, mais bref, qui nous aide à la maison, bah, en tout cas, qui nous donne des clés par rapport à plein de choses sur le quotidien, les routines, etc., pour que notre fils, comment dire,
s'adapte au mieux et que nous aussi on s'adapte à lui. Enfin, rester un tout parce qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à savoir, ok, est-ce qu'on est trop laxiste, est-ce qu'on est trop strict? Il est où le juste milieu? Et c'était très compliqué. On a un enfant qui a la tête dure et voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à gérer tout ça parce qu'on a eu l'accompagnement nécessaire. Euh, récemment, notre fils a été diagnostiqué d'un TDAH en décembre, ce qui a répondu à un bon nombre de questions, de se dire oui, ok, on avait travaillé énormément de choses avant de se rendre là. Je veux dire, ça Mm. faisait. Je pense que quand j'avais contacté cette clinique, mon fils avait 3 ans. Je me doutais Ah bien ouais. qu'à 3 ans, c'est trop tôt et que il faut travailler sur d'autres choses avant pour voir si c'est pas juste nous qui, j'allais dire, sommes pas doués et on aurait accepté de pas être doués et tant qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à faire qu'il y ait une harmonie et que tout le monde aille bien. Moi, j'étais tout à fait ouverte à la critique et à plein de choses. Mais malgré toute cette aide, la psychoéducatrice, l'aide a duré quand même pendant 2 ans aussi. Elle venait régulièrement à la maison. Mais à l'école aussi, il y avait des choses. Enfin bref, on a tous travaillé ensemble, à la crèche à l'époque. Bref, on a uni toutes nos forces et on sentait vraiment une envie et pas de jugement de la part de l'école. Puis j'ai eu moi-même un diagnostic de TDAH en avril, Mm. ce qui explique aussi beaucoup, beaucoup. Souvent, il y a le diagnostic pour l'enfant, puis après, le parent, il passe aussi, hein. C'est ça. Et puis en fait, en faisant le film inverse de ma vie, je me dis, mais en fait, c'était sous mon nez, quoi. Sauf Mm. qu'à l'époque, nos parents, évidemment, il n'y avait pas toute cette. Bien sûr. C'est ce que je dis dans le livre, hein, j'étais trop intense, trop. Et mon fils, en fait, c'est une copie conforme de moi, autant physique que dans son comportement. Enfin, on est un copier. Enfin, c'est ça, c'est un copier-coller que j'ai fait. Et, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de la patience de son père et de. Ouais, mais voilà, donc c'est sûr que ça explique plein de choses et donc ça apaise, ça fait du bien. Et puis, ben, nous deux, tu vois, parfois on rigole, je lui parle d'un truc, puis je change de sujet, il me regarde, il claque des doigts, il me dit, Maman, focus TDAH. Donc c'est très drôle parce que tous les deux, voilà, on a finalement cette sorte de connexion et parfois il me fait rire parce qu'il me dit, de toute façon, papa, il peut pas comprendre, il est pas comme nous. Donc voilà, tu vois, je pense que lui, de voir que sa mère est comme lui et que c'est pas toujours facile, puis qu'aujourd'hui, à 7 ans, il comprend mieux quand on verbalise des choses, Mm. on va C'est- dire que ça apaise un petit peu toutes ces difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus là, on est loin de là, mais quand je vois tout le travail qu'on a fait depuis, ouais, 3 ans facile, ça a payé, quoi. Mais ça nous a coûté très cher, autant financièrement que en énergie. Notre couple aurait pu se casser la gueule. Et puis à ça, tu rajoutes le Covid aussi, avant ça. Donc voilà, j'ai extrapolé un petit peu. Je ne sais même plus la question que tu m'avais posée, mais voilà. Justement, je refais le lien avec avant, tu disais un peu plus tôt que, en gros, que l'hospitalisation à 3 mois et demi, c'est selon toi ce qui t'a fait basculer dans la dépression. Oui, c'est ça. Et la dépression a été diagnostiquée, mon fils avait 8 mois, donc ça a été long, quoi. Comment t'en es venu au regret maternel? Parce que, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre la dépression et le regret? Alors, la dépression, c'est une maladie, clairement, et ça se soigne, soit par la thérapie, soit par la médication, soit par les deux. Euh, Moi, c'est sûr que j'ai pris des médicaments pendant quelques mois, couplés à de la thérapie, que je continue toujours. Ça fait le 15 août, ça fera, je vais dire 9 ans, n'importe quoi. 6 ans, je ne sais plus compter. 6 ans, donc ce qui est énorme aussi, et je pense que sans ma thérapeute, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne préfère pas le savoir, Mm. mais voilà, ça a été un peu ma bouée de sauvetage, surtout pendant le Covid. Dire, Ouais. comme je disais, mon phare dans la nuit, et c'était le truc stable à ce moment-là, au tout début, le premier confinement, c'était mon truc stable, où je savais que toutes les semaines on se parlait, puis que voilà, ça c'était fixe. Il y avait Ouais. pas, même si c'était à distance, ça restait là. Et je pense que c'est vraiment pendant le premier confinement que cette compréhension. Ah oui, excuse, je vais trop vite. La dépression, donc, c'est une maladie, ça se soigne. Ça peut prendre du temps parfois pour se résorber, mais il y a des médicaments et la thérapie pour ça. Le regret maternel, c'est un ressenti, j'allais dire une émotion, non, mais vraiment un feeling. C'est pas une maladie,
ça pourrait s'atténuer, s'améliorer, voire disparaître avec la thérapie, avec un travail sur soi de plein de choses qui n'ont pas été réglées. Moi, je sais que c'est surtout mon enfance, c'est surtout ouais, aussi la société, la charge mentale dans mon couple qui était très, très, excuse-moi du mot, merdique. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, la charge mentale. Même mon conjoint s'occupe presque, bah, s'occupe. Ouais, si, il s'occupe presque plus de mon fils que moi, mais on s'entend que la charge mentale ne sait pas s'occuper d'eux, c'est penser à, Ouais. mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de me dire, ah ben tiens, ce soir je vais au ciné, ce soir je retrouve un pote ou une pote, on va voir un spectacle d'humour, sans me dire, il faut que je prépare la bouffe. Non, 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 mon mari, je lui fais une confiance aveugle, il prend sa part plus qu'assez, tout à fait normalement, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour qu'on arrive là. Et il y a Ouais. eu beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Et je pense qu'aujourd'hui, tu lui poserais la question de est-ce que tu trouves que tu as évolué, toi, ces dernières années au niveau de la charge mentale et tout? Je pense qu'il te dirait que bah, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, ça a toujours été plus ou moins pareil. Ce qui n'est pas vrai, clairement pas. Mais en bout de ligne, c'est très bien qu'il ait évolué, qu'il ait Ouais. compris. Alors, je pense aussi, encore une fois, que la thérapie de couple a aidé à cette prise de conscience-là parce qu'il me voyait parler par moments de choses, bah, pas dont je n'aurais pas parlé parce que je pense qu'il connaissait beaucoup de choses déjà de moi, mais de l'entendre dans un contexte différent de à la maison entre nous, vraiment de l'entendre face à un thérapeute et de me voir pleurer très souvent. Je pense que ça a fait un petit chemin dans sa tête aussi. Pas qu'avant il s'en Mm. foutait, mais je pense qu'il prenait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur Ouais. moi, cette semi-non-implication, parce que les phrases, et je pense qu'on est Ouais. très nombreuses, hein, les mères, à avoir entendu, alors je parle toujours de couple hétérosexuel puisque c'est ma réalité, nos conjoints nous dire en rentrant le soir du travail, quand tu demandes simplement qu'ils prennent un peu le relais, ouais, moi j'ai travaillé aujourd'hui. Alors excuse-moi, moi je préfère de loin faire du 9 à 17. Mm. Travailler, être pris dans des dossiers et dans du rush que Mm. d'être à la maison et épuisé à juste même plus savoir ce que tu dois faire et essayer juste déjà de te nourrir convenablement, t'occuper de ton enfant, C'est t'assurer ça. qu'il dort, enfin bref. Et ne pas être payé pour le faire. Exactement. Enfin, je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, qu'on le Non, 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 fait. bah, je suis sûre que nous, on avait un. Enfin, je veux dire, j'avais un. Je sais plus combien c'était, mais en tout cas, mon congé parental, c'était 50% de mon salaire. Donc, autant Ouais. dire pas grand-chose. J'avais pas non plus un salaire incroyable. Enfin, Ouais. j'avais un salaire correct, je veux dire, mais 50%, Oui, ça va. voilà. Ça coupe quand même. Et j'aurais eu envie de dire à mon mari, bah, écoute, toi, ton salaire que tu gagnes, tu me donnes. Tu m'en donnes un petit peu. Mm. Mais bon, voilà, à l'époque, il n'y avait pas cette compréhension. Aujourd'hui, il le dit clairement, à refaire. Mm. On prendrait ensemble, en fait, ce congé. En fait, lui, il avait 5 semaines de paternité. Il pouvait taper dans le congé parental. Il l'a pas fait, pas parce qu'il voulait pas, mais parce que je pense que moi, j'avais envie de prendre cette année au complet. Mm. Après, il m'aurait dit, j'aimerais aussi prendre du parental. Je pense pas, je ne pense pas, je peux pas le garantir. Que j'aurais dit, bah non, il y a pas de raison, je pense pas. Mm. Mais aujourd'hui, voilà, il me le dit. On aurait splitté pour avoir un 6 mois ensemble, Ouais. paternité, maternité, parentale, pour être ensemble au début et quitte à ce que le petit soit en crèche plus tôt. Ouais. Et je pense en effet, alors est-ce que ça aurait tout résolu? Je ne pense pas. Mais le fait que on soit ensemble et puis peut-être tu vois que lui il m'encourage plus à ce qu'on aille se balader, à sortir, à tu vois, à voir que je dépéris, ben ok, ça aurait peut-être atténué un peu ce sentiment de solitude et de. Ça aurait peut-être évité la dépression. Là encore, je ne sais pas. Mais ça aurait peut-être empiré parce qu'il n'aurait pas vu le propre, j'en sais rien. On peut pas supposer. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il est très catégorique là-dessus. Si on avait eu un autre enfant, c'est clairement comme ça qu'on aurait fait. Et lui-même était tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il a bien vu le complexe que Ouais. c'était pour moi. Donc, Ouais, bien sûr. la complexité. Complexe. Comment et quand t'as mis le mot de regret maternel sur ce que tu ressentais? Bah, je pense sincèrement, pendant le premier confinement, alors je pourrais pas te dire exactement
le moment. Mais je me rappelle, alors j'ai plus la chronologie exacte, mais j'étais tombée sur le livre d'Orna Donat à l'époque qui n'était pas traduit en français, donc quelque part en 2019, parce que oui, c'est ça. Quand mon fils a eu 1 an, donc en juin 2019, peu de temps après, il a commencé donc la garderie, l'équivalent de la crèche. Je me rappelle, j'en parle dans mon livre, j'étais tombée sur une story Instagram de Fiona Schmidt sur son compte qu'elle ne fournit plus aujourd'hui malheureusement, Bordel de mer. Ouais. Elle avait partagé une story justement de ce livre où elle disait que juste en dessous de l'infanticide arrive le regret maternel et que voilà, c'est hyper tabou, blablabla. Et elle en parlait très bien. Et moi qui suis une férue de lecture, dès que j'entends parler de bouquins qui peuvent me taper dans l'œil ou dans l'oreille, Mm. je fais des captures d'écran. Mais sauf que bon, mes captures d'écran, j'en ai 60 millions et je les re-regarde pas. Mais voilà, ça m'avait quand même interpellée. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, c'est ce que je pensais, mais je me disais, ah, peut-être que je pourrais me retrouver dans certains témoignages, etc. J'emprunte le livre à la bibliothèque, je ne sais pas à quel moment. Sauf qu'à l'époque, mon cerveau était tellement de temps qu'au bout de 13 ou 14 pages en anglais, j'étais là, oui, je comprends, mais j'arrive pas à lire en fait. Je suis pas assez concentrée pour lire en anglais, même à l'époque, c'était pas possible. Et je pense qu'en janvier 2020, je lis dans le journal ici au Québec que je vois passer quelque chose qui parle de la traduction française du livre. Et là, je me dis, oh, trop bien, il faut que je l'emprunte ou que je l'achète ou j'en sais rien. Parce que je pense que déjà à ce moment-là, peut-être très très loin dans ma tête, c'était plus concret comme sujet. Et puis, tant qu'on met pas des mots dessus, pour moi, c'est comme la charge mentale. Avant d'entendre parler de charge mentale, de qu'est-ce que c'est que la charge mentale, je pensais que j'étais seule à avoir mon cerveau en ébullition comme ça. Et comme il n'y avait pas de mots, je pensais que c'était juste la chieuse de service qui n'est pas capable de s'arrêter 2 minutes et qui est tout le temps affairée à penser à tout. Quand j'ai mis des mots là-dessus, je me suis dit, ah mon Dieu, je suis pas seule. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler de regret maternel, enfin, c'était pas nommé comme ça, c'était le regret d'être mère. C'est moi qui, je voulais pas intituler mon compte Instagram comme le titre du livre, donc j'ai mis regret maternel, mais bref, je me suis dit, ok, il faut que je le lise. Après, c'est flou, je sais pas à quel moment exactement. Je pense que je l'ai acheté sur mon Kindle, là, sur ma liseuse, Ouais. et je l'ai lu. Je sais plus en fait exactement la chronologie, je ne me rappelle même plus comment j'en parle dans le livre, mais je sais que tout a fait un peu plus de sens à ce moment-là. Mm. Et la lecture a conforté en fait ce ressenti et m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit, ok, je suis loin d'être seule. Certes, cette autrice est sociologue, n'a pas d'enfant, mais elle a quand même interviewé une vingtaine de femmes en Israël qui avaient toutes des profils différents en fait. Ça pouvait être des grands-mères, ça pouvait être des mères de 1, 2, 3, 4 enfants. Donc c'était quand même très complet et voilà, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans et c'est là que je pense, je me suis dit, ça me parle. Quand j'en ai parlé à mon mari, je me rappelle pas, je pense que mon cerveau, il veut pas se souvenir de ces moments-là. Mais je pense que ouais, c'était vraiment lié à ce que j'avais compris du bouquin sans l'avoir encore complètement lu. Ouais. Donc c'est ça, mon fils avait 2 ans. Ok. C'est ça. Puis la dépression, alors là aussi, j'avais arrêté la médication quelques semaines, mois après la reprise de travail, donc je dirais octobre 2019. Parce que la reprise de travail me faisait beaucoup de bien, puis je me sentais moins. J'étais quand même plus active. Oui, j'étais fatiguée, oui, c'était drainant, etc. Mais j'avais plus cet état d'esprit-là de je veux juste dormir, laissez-moi tranquille. J'aurais peut-être dû avoir su qu'il allait y avoir une pandémie mondiale, continuer les médicaments à ce moment-là, parce que ça m'aurait peut-être beaucoup aidé. Ouais. Mais clairement, c'est pas. Je veux dire, la prise de médicaments, si j'avais continué, ne m'aurait pas empêché de ressentir ce que je ressens Ah, bien sûr. encore aujourd'hui. C'est vraiment 2 choses différentes. Et souvent, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est normal, dépression, machin, donc ça ira mieux quand son enfant sera plus vieux. Ça aurait pu. Mais encore une fois, c'est relié à tellement de choses de ma vie, de mon bagage personnel, ma propre enfance, ma propre éducation, ma propre relation avec mes parents.
parce que ça a pu briser en moi la façon dont j'étais éduquée. Et il y a une part qui n'en veut pas mes parents parce que, évidemment, ils ont fait avec les moyens du bord, avec leur propre éducation. Euh, Ils ne méritaient sûrement pas, eux non plus, d'avoir eu cette éducation stricte, mais moi non plus, en fait. Mm. Et c'est sûr que, encore une fois, la thérapie m'a vraiment aidée à penser tout ça, en quelque sorte, à penser dans le sens, penser les blessures, c'est beaucoup moins lourd et douloureux. J'ai beaucoup moins l'impression d'avoir un gros sac à dos rempli d'énormes roches dans le dos là qui m'écrasent. Mais c'est quand même quelque chose qui, je pense, tu sais, c'est comme un vase brisé. Tu auras beau le réparer, il y aura toujours des fissures. C'est très imagé et puis je pense qu'on utilise beaucoup cette image-là, mais c'est ça. J'aurais beau aller mieux grâce à la thérapie, grâce à la communication avec mon mari, grâce à cette relation forte que j'ai avec mon enfant. Il y aura toujours des traces en fait qui seront toujours là. Justement, tu disais tout à l'heure que lié au regret maternel, il y a beaucoup de culpabilité. Est-ce que, et que justement, tu sais la différence que la dépression, tu peux la guérir, le regret maternel, tu le guéris pas parce que voilà, c'est pas une C'est ça, c'est maladie. pas une maladie, tu peux l'atténuer, tu peux l'apaiser, tu peux apprendre à vivre avec. Ouais. C'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'à l'époque, je le subissais et petit à petit, que ce soit avec l'aide que j'ai eue pour moi-même, mais l'aide qu'on a eue en couple, en famille, etc. Tout, en fait, finalement, tu sais, je réalise là en te parlant que c'était un peu le village que j'attendais pas. Parce que généralement, tu dis ton village, c'est des gens de ta famille, c'est tes proches, etc., ceux qui te connaissent bien. Mais finalement, là, mon village, ça a été des professionnels de la santé et des éducateurs, éducatrices. Ouais, vous avez créé aussi un soutien autour de votre village, comme tu dis. Ouais, c'est super important. Est-ce que ton compte Instagram a eu une visée un peu thérapeutique pour toi? Parce que tu partages quand même. Ah oui, clairement. De poser des mots, de pouvoir voir aussi le retour de personnes qui se reconnaissaient dans ce que je disais, même pour mon bouquin, hein. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui m'ont dit, oh, mais Astrid, c'est fou, j'aurais pu écrire les mêmes choses. Donc je me suis dit, ok, là aussi, je ne l'ai pas inventé, j'ai pas. De toute façon, je parle de mon vécu, je parle de ma réalité. Puis ce qui est chouette, c'est que c'est agrémenté quand même de petits encadrés de psy, donc ça appuie mes propos sans que ce soit un truc tu sais, à la va-vite. Mais ça voudrait pas dire que ça n'aurait pas d'intérêt, mais c'est sûr que moi, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, je me suis dit, mais pourquoi moi, en fait? Je ne me sentais pas légitime, alors que pourtant. Bah, quand je vois les retours, je me dis, bah, si elle serait, t'es légitime parce que regarde le nombre de personnes qui t'a remercié. Euh, Il y a une. Je pense que ça, j'oublierai jamais. J'aimerais retrouver son message parce que ça fait très longtemps. Dans les premières semaines, premiers mois de création de mon compte, il y a une maman qui m'écrit. Je pense que son fils avait 9 ans à l'époque. Et elle me dit, euh, je sais plus exactement comment elle me dit ça, mais en gros, grâce à vous, je mets des mots après 9 ans à ne pas comprendre ce que je pouvais ressentir. Et quelque chose du genre, vous m'avez sauvé la vie ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, oh, ok. Et même là encore, tu vois, je me sentais gênée. Parce que je me disais, mais moi, je suis juste Astrid, en fait. Je suis une mère lambda qui vit sa petite vie tranquille pépouse. Et enfin, tranquille pépouse, Une plus ou café. moins. Mais tu sais, je suis personne. Je suis Ouais. personne en fait, mais on est tous personnes finalement et on a tous des choses à raconter, on a tous et toutes des expériences de vie plus ou moins intéressantes, je veux dire. On est tous et toutes légitimes de parler de difficultés qui pourraient rassembler et c'est vrai que cette opportunité de Larousse de me proposer cette écriture, si il y a 5 ans, on m'avait dit, Astrid, la plus grosse maison d'édition en France va toquer à ta porte virtuellement pour te proposer un bouquin, j'aurais Hmm. éclaté de rire, quoi. Déjà, j'aurais dit, pour parler de quoi? Quand, comment, où? Euh, Et pour la petite histoire, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, je travaille dans une maison d'édition, ce qui est super, parce que je suis ravie, ça fait 2 mois, c'est tout récent. Et je pense aussi la plus grosse maison d'édition au Québec. Et je ne suis pas éditrice du tout, hein. Je suis adjointe à l'édition et je m'occupe aussi de tout ce qui est Hmm. acquisition de droits, donc tout ce qui est texte étranger qu'on pourrait acheter. Et quand j'ai eu mon entretien,
ma gestionnaire m'a dit, ah, mais c'est totalement un livre en fait qu'on aurait pu publier dans notre. Ça correspondait à notre ligne éditoriale, mais c'est juste que moi, j'aurais jamais écrit quelque chose de moi-même pour ensuite le proposer. J'avais besoin d'un accompagnement et j'aurais jamais osé en fait, je pense. J'aurais jamais osé et je sais pas vers quelle lignée ça aurait pris en fait. Donc c'est drôle quand elle m'a dit ça parce que je me suis dit, bon ben oui, en effet, il y a beaucoup de trucs de psycho, etc. Donc ça aurait été marrant que ce soit une maison d'édition au Québec. Ouais. Mais Ouais. bon, voilà. Et tu vois, je comprends le côté un peu qui suis-je pour écrire un bouquin sur le sujet, et en même temps, enfin, je vois sur ton compte, t'es très suivi le livre. Je sais pas combien de temps d'avance. Faut que je redemande le nombre de ventes. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir 3 ans après. J'ai des chiffres que je reçois à chaque fin d'année, mais je ne sais plus combien j'en ai vendu, mais je pense que c'est un peu plus de 2000 aujourd'hui, Québec et France. Ouais, ok. Je suis pas étonnée en fait que ça, enfin que t'aies reçu aussi beaucoup de retours derrière. Enfin moi je sais quand j'ai lu le livre, je me revois vraiment voir ton livre partagé par quelqu'un sur une story Insta ou je sais pas, me dire oh waouh ça peut-être que ça peut me parler. Acheté en 3 secondes, reçu et je l'ai lu je pense en 2 jours. Je sais où j'étais Ah ouais, ok. et Ouais, vraiment c'est je cool. pense que j'ai pleuré pendant tout le livre en me disant mais Oh, enfin un câlin de tiens loin. et ouais franchement c'était et tu vois ce que je te disais au début c'est sincère quoi. J'étais déjà en thérapie quand j'ai lu ton bouquin mais je crois que ça a vraiment genre tu sais, un peu comme c'est la pièce du puzzle qui manquait, genre, ah, mais en fait, c'est ça le truc. Et pour le coup, aujourd'hui, je vis pas de regret maternel. Comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi et accepté d'être mère et c'est OK. Mais ça m'a vraiment permis de comprendre, de mettre des mots, tu sais, sur des sensations. Oui. Et tu vois, quand j'en ai parlé, j'ai enregistré toute seule un épisode sur la dépression que j'avais vécue, etc. Et d'ailleurs, dans l'épisode, je lis, pardon, quelques passages de ton livre, ceux qui m'ont le plus marqué. Après cet épisode, bon, j'ai reçu beaucoup de messages et dont un d'une amie à moi qui en gros me dit mais non, mais c'est pas du tout ça ce que tu vis, tu les aimes très fort, tes enfants, patati patata. Voilà. J'étais très heurtée parce que je me suis dit, purée, elle a rien compris, mais ok, c'est comme Ah, ça. puis c'est une façon aussi d'un peu de balayer ton propos Ouais, d'un revers de la main et de pas faut pas accueillir te ça. sens pas entendu, quoi. Ouais, Plutôt exactement. de dire, ah, je pensais pas que c'était aussi dur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu sais, ce genre de choses, et Ouais. de pas remettre en question tes ressentis, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est. Bah, du coup, j'allais te demander qu'est-ce que quand toi t'as commencé à en parler, comment ça a été accueilli, comment toi tu te sentais d'en parler? On va Tu commencer. parles sur Instagram ou à mes proches? Les deux. Tu l'as fait simultanément? Parce que, euh, déjà, j'ai commencé par le compte. Mon Ah, mari, j'en ai pas. ok. Je vais parler de la création de ce compte 5 mois après. Ah ouais, ok. Et en fait, j'en ai parlé parce que j'en pouvais plus d'avoir l'impression de lui cacher un gros truc de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, comme je ne travaillais plus à cause du Covid, j'étais très souvent sur mon ordi. Mon mari travaillait de la maison. Et il me voyait tout le temps sur mon ordi. Bon, il me demandait pas qu'est-ce que tu fais, mais je me suis dit, je suis peut-être 6 7 heures sur l'ordi ou sur mon téléphone parce que je consulte, je lis. Et pour moi, c'est un travail à temps plein, totalement pas rémunéré, mais alors qui me passionnait. À l'époque, je ne Ouais, voyais pas ça comme une passion et qui me faisait du bien, en fait. ouais. Et je me sentais utile pour moi et pour les autres, et en tout cas pour celles et ceux, enfin, surtout celles qui se reconnaissaient là-dedans. Mais après ça, voilà, quand mon compte a commencé à avoir un peu plus de visibilité, je me suis dit, c'est comme si je me disais, voilà, là, je peux en parler. Honnêtement, mes amis, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à en parler. Je pense que c'est grâce au compte que j'ai pu doucement amener le sujet. J'avais peut-être aussi partagé le premier épisode de podcast que j'avais enregistré chez Clémentine de Bliss. C'est bien, il y a toutes les Clémentines Ouais, c'est qui clair. s'ajoutent. T'as été quand même très médiatisé avec la sortie du livre. Ouais, Comment t'as vécu le passage de ton compte Instagram où, l'anonymat, ouais. ouais, bah voilà, t'es derrière ton écran et tout, à bah déjà je mets mon Ouais, nom sur le livre et puis en plus tu passes dans des médias où du coup il y a, bah voilà, t'es vraiment. ouais. Euh, je pense que j'étais un peu dépassée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le livre est sorti en France, donc c'est en 2022, c'était la première fois que je revenais en France depuis 2018. Ok. C'est ça, en fait. On était allé en France quand mon fils avait 6 mois pour fêter Noël avec la famille. En 2019, on n'avait pas bougé, puis on avait eu de la visite. Et 2020, Covid. Et puis après, bon, voilà, on prenait pas l'avion, on restait Ouais. au Québec. Et on avait décidé avec mon mari de. Moi, je travaillais pas, j'avais pas encore de travail. Et mon mari avait droit par an à l'époque à 6 semaines de vacances.
incluant Noël. Et je lui avais dit, écoute, on n'est pas allé en France depuis longtemps. Fiston, il a 4 ans, ce serait cool quand même qu'il profite bien des familles, les cousins, les grands-parents, etc. Partons 6 semaines, soyons fous. Donc, il a dit, OK, mais je vais prendre que 4 semaines et puis travailler à distance 2 semaines, j'ai pas de problème. Donc, on a un peu fait le tour de France, de nos familles principalement. Et moi, à la base, j'étais supposée rentrer à Montréal fin août avec mon mari et mon fils. Mais entre-temps, c'est ça, au moment où j'ai acheté mes billets, j'avais pas encore de date de sortie de mon livre. Et quand ça s'est concrétisé, voilà, on m'a dit c'est le 7 septembre. Et moi, je devais rentrer le 26 août en France, à Montréal, pardon. Donc, on s'est arrangé pour décaler mon billet, etc., pour que moi, je rentre plus tard. Mais évidemment, entre le moment où mon mari et mon fils partaient et le moment où mon livre est sorti, je pense que j'ai commencé à faire la tournée des médias, sur papier, télé, la maison des maternelles, tout en 3 jours. France Inter, c'était ouais, Combini, tout en 3 jours. Donc, c'était vraiment en accéléré. Donc, je pense que je me suis pas du tout rendu compte de ce qui se passait à ce moment-là. Et puis, genre, le 9 septembre, je revenais à Montréal. Entre-temps, j'avais trouvé un boulot à distance, j'avais postulé, je commençais 10 jours après, tu vois. Donc, et je continuais d'avoir des entrevues sur mon heure de Wow. lunch, enfin bref. Ok. C'était, je réalisais pas. Et mon livre est sorti au Québec en novembre de la même année. Pile à temps pour que je puisse être invitée au Salon du Livre de Montréal en tant qu'autrice. Donc ça, pour moi, c'était comme la consécration, parce que le Salon du Livre de Montréal, j'adore y aller depuis des années. Donc c'est sûr que, pour en revenir à ta question, c'est ça, le passage de l'anonymat. En fait, je pense que ça m'a fait du bien, parce que j'avais plus l'impression de me cacher. Parce que oui, je parlais de ma vie, etc. Tout ce que je disais était réel, était 100% vrai. Mais il fallait toujours que je fasse attention à qu'est-ce que je partage, pour pas trop en dire sur moi, pour pas qu'on me reconnaisse. Et après coup, je me disais, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, Mm. il y a une partie qui mentionne mon cheminement de qu'est-ce qui a fait que finalement j'ai voulu écrire mon livre signé Ouais. avec mon vrai nom. Mon nom de jeune fille, c'est ça, c'est mon nom de jeune fille, c'est pas mon nom c'est pas le nom de mon conjoint, Ouais. ni le nom de mon fils d'ailleurs, et c'est pas plus mal avec du recul, je me dis, parce que s'il y a des gens qui, mon nom de famille est quand même assez unique, on va dire, donc mon fils n'ayant pas mon nom de famille, s'il y a du monde, je sais pas, n'importe qui lui parle, on ne pourra pas deviner que c'est sa mère Mm. qui a écrit tel bouquin, à moins que les gens me connaissent et tout, mais donc je me dis c'est pas plus mal. Mais ouais, ça m'a fait du bien parce que là, je pouvais un peu plus en parler, un peu dire, je me sentais plus finalement proche des Ouais. gens en leur montrant mon plus vrai moi, en fait, où je pouvais faire des stories Ouais. dans Montréal, etc. Parce qu'avant, je pense pas que je disais que j'étais à Montréal, je dis que j'étais au Québec, mais je ne suis pas sûre que je disais que j'étais à Montréal. Je ne me souviens pas. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé la sortie de mon livre, j'ai montré la couverture, et donc avec mon nom, et juste après, j'ai partagé une photo de moi. Ok. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui était à l'époque à l'école avec moi, à l'université, qui m'avait, il me semble, écrit pour me dire qu'elle ne revenait pas que ce soit moi, etc. Et j'avais plus du tout de nouvelles de cette fille. Je veux dire, j'étais pas spécialement, on n'était Mm. pas plus amis que ça à l'école. Mais j'avais trouvé ça le fun qu'on puisse discuter un petit peu et parler de sa réalité, etc. Et puis, je l'avais remercié pour son soutien, etc. Mais ouais, parce que je pense que c'est ça qui me faisait peur quand j'étais anonyme, c'était qu'on reconnaisse ma voix Ah ouais. dans les enregistrements. Ouais. Finalement, il n'y a Et, jamais personne qui m'a dit, je t'ai entendu, je t'ai reconnu. et pourtant, enfin, je trouve que le fait de passer l'anonymat à... Pas Oui, l'anonymat, pas le à la mot, lumière. à la lumière, voilà, exactement. Ça participe aussi grandement, je trouve, à lever le tabou sur le sujet, quoi. Ouais, parce que je pense aussi que c'est ce que je me disais. Euh, il y avait une part de moi qui... Comment dire? J'étais anonyme sur les réseaux, mais j'étais très claire sur le fait que autour de moi, les gens, j'en avais parlé aux gens. Oui. C'était pas un secret que je gardais juste pour moi et ma communauté. En Mm. fait, mais je pense que il y a une part de moi qui a dû se dire aussi, si ça peut donner un coup de pouce supplémentaire aux mères qui souffrent de ça et qui se sentent seules, que je m'expose. Alors pas dans le sens où regardez-moi, mais vraiment que, parce qu'on m'a dit, beaucoup de monde m'a dit, waouh, t'as du courage et tout. Je pense qu'à ce moment-là, je devais être inconsciente ou pas me rendre compte que c'est du courage. Aujourd'hui, je pense pas que c'est du courage, c'est juste, c'est
allez, on va dire du militantisme. En quelque Ouais. sorte, c'était important Ouais. pour moi d'être plus que quelqu'un de lambda. Je voulais. Ouais, puis j'ai toujours été une personne qui est très transparente dans la vie, qui aime dire les choses, qui aime partager, parfois qui partage trop d'ailleurs. L'oversharing, là, c'est comme. Je me dis parfois calme-toi parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ça alors que tu le connais depuis 3 heures. Mm. Mais je pense que voilà, ça me faisait du bien. Et je me disais aussi que voilà, ça pouvait aider. Ouais. Tu sais, des personnes qui se disent j'ose pas et qui me voient finalement en parler à visage découvert et se dire bah, si elle peut le faire, moi aussi, juste Ouais. dans ma petite bulle familiale versus elle qui finalement s'expose entre guillemets à toute la critique du monde, positive comme négative. Évidemment j'ai très vite arrêté d'aller lire les commentaires sur les réseaux sociaux sous mes vidéos, enfin sous les vidéos genre Combini, etc. Parce que ça sert à rien, c'est peine perdue. De toute façon, je me dis que il y aura toujours du monde pour juger, Ouais. peu importe le sujet que tu abordes. Peu importe. Même si c'est quelque chose de positif, il y aura toujours du monde rabat-joie. Ouais, c'est clair. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je vais me nourrir des retours positifs qui sont quand même très, très nombreux sur mon compte, Ouais. plutôt que de me poser des questions sur, ah, mais il y a un tel qui a pensé ça, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui... Non, en fait, arrête, parce que sinon, Bah, tu vas enfin, tomber dans une spirale infernale néfaste, en fait, puis qui ouais. vaut pas la Oui, puis enfin, en fait, c'est un peu comme si tu te battais contre toutes les injonctions combinées de la société, quoi. Exact. Et puis dans mon livre, justement, j'ai tout un chapitre relié à tout ce qui est les phrases un peu clichés que j'ai pu recevoir et clichés et même parfois aujourd'hui j'aurais envie de dire compréhensibles Hmm. tant qu'elles sont pas méchantes, tu Ouais. vois, parce que je comprends les gens qui ne comprennent pas. Mais il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir essayer de comprendre. Tu peux ne pas comprendre, que ce soit très flou pour toi, et malgré tout être intéressé à lire sur le sujet parce que ça te dépasse, versus, ouais, en gros, t'aimes pas ton enfant, honte à toi. Tu sais, il y a deux mondes. Moi, je suis très ouverte à la discussion, très ouverte à expliquer, très ouverte à essayer de vulgariser encore plus ce que j'ai pu vulgariser. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est ça. S'il y a des attaques gratuites, s'il y a du jugement, si parce que tu vois, je me rappelle, j'ai une cousine plus âgée que moi, hein, mère de 4 enfants, qui m'avait écrit, qui me disait j'ai lu ton livre, malgré tout, je ne comprends pas telle ou telle chose. Enfin, pour elle, c'était inconcevable dans sa tête, mais tu Hmm. vois, je ne l'ai pas senti comme ça n'a aucun sens, c'est débile. Non, mais elle a quand même pris le temps de le lire. C'est juste qu'elle n'a pas la même conception, parce que pour elle, ben, évidemment, son chemin de vie, son parcours de vie, c'est sa relation avec ses parents, sa relation avec ses enfants, n'a rien à voir avec la mienne. Donc finalement, c'est normal que ça puisse te paraître bizarre. Ouais. Parce que Oui, ouais, mais ça peut être incompréhensible, mais pour autant, respecter, quoi, c'est ça. respecter, Incompréhensible pour exactement. toi, mais te dire, ah ben, c'est des choses qui arrivent chez d'autres personnes. Puis voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et puis aussi pour des personnes qui vont lire le livre et qui ne sont pas concernées, parce qu'on s'entend que sur Instagram, toutes les personnes qui me suivent ne sont pas toutes à regretter. Ben, de se dire, ah cool, j'ai quelque chose de tangible, alors sur le livre ou le compte Instagram, si jamais autour de moi un jour j'ai une nouvelle mère ou quoi, ben, peut-être que ça va allumer des lumières et que je vais mieux comprendre, ou tu vois. Ouais, ou Donc être plus sensible à des c'est partages ça. d'amis ou Puis autres. Ouais. finalement, il y a des sages-femmes qui m'ont écrit, il y a des thérapeutes qui m'ont écrit en disant, ah, ton livre, etc. Donc tu vois, je me dis, si ça peut peut-être aider les personnes à déceler mieux, ouais, plus vite. Plus vite, je sais pas, mais en tout cas, ouais, mieux faire la différence entre une dépression et parce que souvent Ouais. il y a eu beaucoup de mères qui m'ont écrit en disant mon enfant a 6 mois, j'en peux plus, j'aurais jamais dû. Je ne dis pas que ces personnes-là ne ressentent pas de regrets, mais je me dis juste attention, l'enfant est tout petit, il y a peut-être plein de choses qui n'ont pas encore été réglées, il y a des hormones, il y a plein de trucs, c'est nouveau. Peut-être creuser d'abord pour s'assurer que c'est pas une dépression, parce que Ouais. si c'est ça, ça va peut-être te faire gagner un temps monstre plutôt que de juste rester sur l'idée que je regrette et il n'y a plus rien que je peux faire pour revenir en arrière, quoi. Ouais, Parce que c'est ça, ça. c'est terrible de
de s'arrêter à ça sans peut-être pousser un peu plus. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le, le niveau de tabou, je vais dire, a évolué depuis ces dernières années ou pas forcément? J'en sais rien en vrai. Alors le fait qu'on en parle déjà, qu'il y a des livres qui sortent sur le sujet, que des articles, etc., ça prouve bien qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Mm. Maintenant, au niveau de la réception des gens, je sais pas. J'ai envie de croire que oui quand même, que c'est Mm. pas vain et que moi, il y a réellement, ben, rien que le fait que des psys ou c'est ça, des personnes du monde médical puissent se référer à mon livre ou en tout cas en parler à leurs patientes, c'est déjà un plus pour moi. Ouais. C'est ça. Mais au niveau du public général et tout, je ne saurais pas dire. On verra dans quelques années, dans plusieurs années, je sais pas. Mm. C'est dur pour moi de le voir d'autant plus à distance. Alors même si évidemment mon livre est sorti aussi ici, puis que ici j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être plus de bienveillance. Je dis pas qu'en France les personnes qui m'ont interviewé n'étaient pas bienveillantes, mais peut-être un esprit plus ouvert, moins critique, moins. Mais est-ce que c'est lié à la mentalité du Ça pays, se de peut, la population, quoi? ça se peut, parce qu'honnêtement, ça, s'il y a bien un truc que je me dis aujourd'hui, c'est que, ok, je peux pas revenir en arrière, mon enfant, il est là. Mon objectif, mon objectif, j'ai envie de dire ma mission peut-être en tant que mère aujourd'hui, c'est de faire en sorte que mon enfant, ce soit déjà un enfant heureux, Mm. mais surtout un enfant respectueux d'autrui, qui comprend plein de choses, les difficultés à plein de niveaux, les injustices au niveau des minorités, etc. Et je pense en effet qu'au Québec, pour ça, il y a une ouverture qui est peut-être pas la même en France. Là encore, je me mets des pincettes parce que je ne suis plus en France, donc je suis pas. Mais j'en vois du monde qui est en France et qui parle de tout ça. Donc je me dis, bon, quand j'entends mon fils par moment dire, ah, mais ça c'est injuste ou ça ne devrait pas arriver, mais pourquoi telle personne? Je me dis, ok, déjà. Je Le pense job que est fait. ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir des mauvaises fréquentations, qu'il va pas virer à 180 et partir dans une autre direction. Ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, malheureusement. Mm. Mais au moins de lui apporter le maximum dans la tolérance, le respect d'autrui. Et donc oui, j'ai dérivé un petit peu par rapport au fait Mais que ça l'ouverture me d'esprit au permet. Québec est sûrement. Je suis contente en fait d'élever mon fils ici parce que je Ouais. me dis que. Puis bon, on s'entend, Montréal est une ville multiculturelle. Dans la représentation, que ce soit familiale, etc. Enfin, tu sais, c'est pas comme nous, enfants, enfin, je sais pas quel âge t'as, mais en tout cas, moi, à l'école, quand j'étais petite, en primaire, des enfants de couleur, il y en avait pas. En plus, j'étais dans un petit village de 1000 habitants, des personnes de pays différents, de religions différentes. Il Il n'y y en avait avait pas pas. ça, Ouais, hein. ouais. Soit les gens étaient athées ou catholiques, tu sais, donc là, mon fils, pour lui, Il y en a. il n'y a pas de question qui se pose, en fait, c'est normal. Puis Ouais, voilà, bien sûr. je me dis, c'est ultra important parce que c'est ça qui fait que on vivra peut-être dans un monde meilleur. Est-ce qu'on sera témoin de ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, C'est important ce que tu dis, parce que je trouve que ça reboucle avec ce que tu disais plutôt de un peu la double peine que tu as pu vivre avec le regret maternel de tu ressens ce sentiment que t'as pas choisi. Et en mhm. plus, parce que tu ressens ça, bah tu vas, Bah, entre un peu guillemets, faire m'auto-flageller. l'effort. Et ouais, Ouais, et tu vas faire le double effort pour t'occuper encore mieux exact. de ton fils. Et Ouais, ouais, tout à fait. comment tu... Bon, du coup, t'as parlé beaucoup de la thérapie, de comment ça t'avait aidé à Ouais. déconstruire un peu tout ça. Quel conseil tu donnerais à une femme qui écoute là et qui se retrouve dans tes propos Bah, pour ouais. vivre avec ça, quoi? Alors déjà, c'est sûr que cette personne sache qu'elle est loin d'être seule, la preuve. Ouais. Euh, de surtout pas garder ça pour soi, d'en parler à n'importe qui de confiance, hein, Mm. peu importe le genre, là. C'est sûr que je dis pas que des hommes pourraient moins comprendre, mais n'importe qui aurait une écoute attentive, même si la Ouais. personne ne sait pas comment aider plus, mais au moins d'avoir quelqu'un qui t'entend Ouais. et qui respecte ce que tu dis. Après, c'est sûr que pour moi, la thérapie a été salvatrice. Maintenant, je sais que c'est un budget, que malheureusement, tout le monde n'a pas
la possibilité de consulter parce que c'est des frais, parce que, etc. Mais s'il y a ne serait-ce que de faire la démarche, je sais pas, je me rends pas compte, mais déjà peut-être d'aller dans une PMI ou d'aller. Je sais qu'il y a aussi le compte Association Maman Blues Oui. que je réfère d'ailleurs dans mon bouquin et sur Instagram. Le compte Instagram Association Maman Blues est génial pour discuter justement de plein de choses et peut-être même avoir des pistes de thérapeutes qui pourraient être dans la région pour aider, etc. Donc, au moins de peut-être faire un premier pas, même si oui, c'est coûteux, mais de se dire, OK, je vois ce qui peut être fait pour moi, même si c'est qu'une fois par mois. En tout cas, je sais que c'est très difficile de conseiller parce qu'encore une fois, toute personne, enfin, chaque personne a une réalité financière ou même familiale complexe qui fait que tout n'est pas aussi facile que ça. Il y a aussi, depuis un an peut-être maintenant, il y a un compte Instagram qui s'appelle Parentalité et Regrets, qui est tenu par, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'une des deux est psychologue. Et elles organisent des sessions, c'est gratuit, de groupe. Alors, j'ai plus les modalités en tête, mais on n'est pas obligé d'avoir sa caméra. Je pense qu'on peut vraiment être anonyme. Et c'est vraiment des échanges, c'est des cohortes. Ça va durer quelques semaines, je ne sais plus. Et c'est gratuit. Je pense qu'il y a petite vérification avant d'être Ouais. intégré, juste pour être sûr que c'est pas un troll ou n'importe Ouais, quoi, bien tu sûr. vois. Mais voilà. Et Ok. donc, c'est ça, le compte, c'est Parentalité et Regrets. Et les personnes peuvent les contacter par message pour en savoir plus. Parce que ça peut aussi aider. Justement, si Ouais. financièrement c'est compliqué, ben, il y a ça qui peut. Ça fait une première démarche pour. Exactement, c'est ça. Et au Ouais. moins, juste le fait peut-être qu'une séance comme ça avec d'autres mères, ça peut faire beaucoup de bien. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait ça lui avait fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si après les personnes entre elles peuvent ou veulent échanger leur Ouais. mail ou, tu sais, juste pour se dire, ah ben, On tu sais, reste en lien. on se soutient, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et déjà, ça, je pense que ça pourrait être une bonne étape si consulter, ça peut être fastidieux pour trouver quelqu'un et ou si on ne sait même pas à qui en parler. Puis ben, Ouais, moi, bien ma sûr. messagerie est toujours ouverte, hein, évidemment. J'ai un peu de retard dans mes messages, mais je tente autant que possible de répondre Trop bien. Je si ça peut remettrai de toute juste faire façon. du bien. Ouais, bah c'est clair. Je remettrai dans le descriptif de l'épisode les références que tu as citées et puis Mhm, le bien sûr. etc. Mais comme ça, vous pouvez tout retrouver, tout écrit. Merci beaucoup, Astrid, pour Ça me fait très plaisir. parler. Merci à toi Je pour suis ce super temps. touchée qu'on ait eu cet échange. Je sais, c'est super bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression quand l'épisode va sortir, ça fera, je pense, pile 1 an que j'ai sorti l'épisode que j'ai enregistré sur la dépression. Dans Ah, lequel... waouh, c'est un signe Et un du coup, peu. j'ai l'impression que c'est un peu la boucle. Ouais, Voilà, je suis ouais, touchée ouais. d'avoir enregistré avec toi. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Je partagerai Euh, évidemment avec grand plaisir l'épisode sur Instagram. Je suis beaucoup moins Super, présente merci. ces temps-ci, mais j'ai pour objectif de revenir. Il faut que je trouve le temps. Il faut que je me pose, Ouais, mais je veux dire, je consulte. Je suis dans l'ombre, mais je trop regarde. bien. Donc, Mais en tout cas, c'est tout ça. est sur ta page Instagram. Il y a plein de, enfin voilà, c'est pour ceux et celles, surtout celles qui découvriraient le compte d'Astrid, vous pouvez y aller. Il y a plein de contenu dessus et c'est riche de, enfin voilà, il y a plein de choses à lire qui sont très intéressantes. Donc merci beaucoup Astrid, Merci à toi. et puis bah bonne fin d'été car nous sommes en Oui, août. oui, oui, oui. Surtout que la rentrée ici, c'est dans 3 semaines. Donc, je suis dans le Ah bah déni là bon aussi. courage. Voilà. Très Et bien. je pense que voilà, je dis force à toutes les mères qui vont s'occuper de Ouais. cette charge mentale de rentrée scolaire, des effets scolaires et de tout ce qui va avec, Exactement. parce que c'est vraiment pas marrant. Ouais. Mais Il y on est aura un ensemble. épisode. Il y aura un épisode à venir sur la charge mentale, justement, qui est un sujet complexe et Tout à fait. intense. En Merci effet. beaucoup, Astrid. Ça me fait plaisir, Clémentine. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.